Retrouvez dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes lundi 24 février et il est 10h30. C'est l'heure de notre rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique qui va parler à beaucoup de couples. Alors dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue l'essentiel, la connexion avec ceux que nous aimons. Mais que se passe-t-il lorsque dans le couple, les malentendus s'accumulent, les mots blessent, les silences tuent et que le fossé se creuse un petit peu tous les jours. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter les enjeux de la communication dans le couple et de vous proposer des solutions pour pour reconstruire ce lien. Donc ça sera dans la deuxième partie de notre émission et notre invitée sera Mouktafi Sherazade, donc elle est docteure en psychologie. Elle sera là un petit peu pour démêler toutes les questions et surtout vous apporter des réponses pour mieux vivre votre vie de couple. Donc ce sera, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous pouvez déjà nous appeler dès maintenant et laisser votre numéro pour qu'on puisse vous rappeler si vous avez des témoignages ou vous avez vous-même peut-être vécu une situation tendue dans votre couple ou peut-être dans votre entourage aussi. Donc vous pouvez nous appeler dès maintenant au 021 23 98 99. Il s'affiche en bas de l'écran. Et j'ai le plaisir de recevoir, ça fait un petit moment qu'elle n'était pas là, Soumeya Zerouali. Bonjour Soumeya. Ravie de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi, comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir d'être là. On est très heureux, je suis très heureuse de te recevoir. Merci. Et nous allons parler ce matin donc du talk du chef. De la cause de mon absence. Voilà, la cause de ton absence, effectivement. Exactement. Voilà, quant à moi, juste avant de passer à Soumeya, j'ai une petite information très importante à vous fournir. Ça sera juste après le jingle. Alors, une information qui fera plaisir à énormément de monde. Donc, c'est la Caisse nationale des assurances sociales pour les travailleurs salariés. Donc, la CNAS informe donc la sortie de la nouvelle carte Chifa, la carte Chifa 2. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, vous allez voir qu'elle a des caractéristiques et beaucoup de nouveaux avantages. Donc, entre autres, hein, le premier avantage, Soumeya, est le plus intéressant, c'est que d'ores et avant, elle va durer 10 ans. Donc, une durée de vie de 10 années. C'est franchement très intéressant et très pratique. Bien sûr. Voilà, donc... on est tranquille. Voilà, on est tranquille pendant 10 ans. Donc, une durée de vie de 10 ans. Aussi, entre autres, les capacités de stockage et d'information, donc élargies. Elle aura une plus grande capacité de stockage. Entre autres, on pourra donc vérifier les 40 dernières ordonnances qu'on a pu avoir. Voilà, ça facilitera le travail des médecins. Et puis, ça facilitera également la vie aux utilisateurs de la carte Chifa. Parce que c'est vrai qu'on a tendance... Tout le monde, exactement. Oui. On a un petit peu tendance à oublier. Hein, si ça remonte à quelques mois, on va oublier. C'est clair, on ne va pas garder les ordonnances aussi. Hein, ça se perd. 40 ordonnances. Ça se perd, on ne sait pas où est-ce qu'on a mis, ils sont quelque part mais on ne sait pas. Il faut les retrouver. Voilà, il faut les retrouver. Là, on est tranquille, on est vraiment tranquille et c'est tant mieux. Oui. Franchement. Alors donc aussi un système de chiffrement de haute sécurité. Donc la sécurité aussi de cette carte Chifa a été donc accrue. Accès à l'historique complet des médicaments donc qui ont été prescrits et délivrés. Voilà, donc c'est absolument pratique. Alors aussi un autre avantage, donc une conception robuste. Donc elle a été faite avec un matériel de très très haute sécurité, ce qui va permettre donc de la garder ces 10 années sans absolument aucun souci. Sans problème, voilà. Exactement. Absolument pratique. Donc, des informations aussi administratives et médicales supplémentaires. Donc, il y aura encore beaucoup plus d'informations puisque la capacité de stockage est accrue. Et pour finir, donc la dernière information, c'est qu'elle va contenir une photo d'identité pour renforcer encore la sécurité. Voilà. Donc, la nouvelle carte Chifa aura la photo d'identité de la personne du concerné. Voilà. Donc, c'est vraiment très pratique et ça, comme on l'a dit, ça facilitera la vie et le professionnel de la santé, donc le pharmacien, le médecin et tout, et puis aux usagers, enfin aux utilisateurs. Voilà, surtout pour des personnes qui ont des maladies chroniques, donc qui utilisent donc cette carte absolument très souvent. Donc c'est franchement avec toute la avantage. liste des médicaments qu'ils doivent prendre. Voilà. Et voilà, donc vraiment, franchement, c'est super. Une bonne nouvelle en tout cas. Donc voilà pour la nouvelle carte Chifa. Donc rapprochez-vous des structures concernées pour pouvoir donc bénéficier de cette carte Chifa 2. Voilà, tout de suite, on passe à toi, Soumeya Zerouali, avec donc la rubrique We Share avec Soumeya Zerouali.
Soumia, d'habitude, tu nous as habitués, bon, tu continues hein, donc à nous amener en voyage à travers notre belle Algérie. Mais aujourd'hui, par contre, ça va être des voyages culinaires que tu vas nous proposer. Ça va être un tout autre voyage, donc un voyage gustatif. Donc à travers l'émission qu'on prépare donc, pour Ramadan. Il faut dire que le Ramadan est à nos portes, hein, c'est J-7, J-8 à peu près. Absolument. Voilà. Donc c'est la 4e saison de Ftour du Chef cette année. Et donc c'est une émission qui a c'est-à-dire qu'il a bien marché les saisons précédentes. Absolument. Et c'est pourquoi on revient. C'est vrai qu'on très suivie. On était franchement ravis de découvrir à chaque fois une nouvelle personne. En plus, surtout que des fois, c'est des personnes, on se pose des questions. Quand on les regarde, on dit, est-ce que celle-là, elle sait cuisiner ou celui-là, il a la main qui va être il doublina. Absolument. Et on continue justement à faire découvrir des profils nouveaux cette fois-ci. Il y a eu beaucoup aussi d'invités comme à chaque fois. Mais vraiment, il y a eu des découvertes, des artistes. Je dis ça, je dis plus rien pour qu'on puisse garder le suspense. On va garder le surprise. On avait annoncé la surprise. Le principe même de la surprise, c'est de ne pas tout dévoiler justement, sinon c'est pas la peine. Mais en tout cas, c'est une émission qui a pour but de promouvoir le patrimoine culinaire algérien. On a même à chaque fois essayé de créer cette fusion à travers bien sûr le savoir-faire du chef. Cette fois-ci, c'est Siham, notre chef Siham, qu'on salue. Hein, on Siham, la salue. Voilà, je dis coucou. C'est bientôt Ramadan, donc elle va encore travailler elle aura pendant cuisiné Ramadan. Avant Ramadan et pendant Ramadan. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc vraiment à travers le savoir-faire de notre chef, on va essayer donc de créer cette fusion entre la gastronomie algérienne et les cuisines du monde. On va faire voyager nos amis téléspectateurs. Nous avons reçu aussi des personnes qui sont venues pas uniquement d'Algérie, qui sont venus d'ailleurs également, et qui nous ont fait découvrir certaines spécialités de leur pays. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il faut suivre l'émission tous les jours pendant le mois de Ramadan à partir de 16h. Donc tous les jours. On sera au rendez-vous, j'en doute absolument pas. Donc c'est un voyage à travers l'Algérie, à travers le monde aussi, c'est ça? C'est un voyage à travers l'Algérie et à travers le monde, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu, quelque part aussi, donner notre touche, algérianiser certains plats ou créer une fusion, c'est-à-dire garder le plat, prendre le plat traditionnel tel quel et le revisiter un petit peu, façon chef, oui, mais façon aussi voyage on laisse libre cours un petit peu hein, à l'imagination, au mariage des saveurs. C'est vrai qu'il faut oser en cuisine et tout ce qui concerne, on va dire, la cuisine en général dans le monde, il faut oser. Hein. Des fois même peut-être faire des mariages auxquels on n'aurait pas pensé. Tu sais, Mariam, des fois pendant l'émission, enfin quand on enregistre, la chef va me dire, elle a sa recette, elle est là, elle est préparée dans sa tête et tout, mais à la dernière minute, elle va penser à autre chose. Je pense que je vais faire ça. Donc ça change tout et ça crée vraiment, véritablement, c'est-à-dire une recette à laquelle on peut des fois pas penser avec, allez, je vais un petit indice. Allez, un petit indice. Allez, vas-y, ça nous fera plaisir. Remplacer les fonds de tarte, donc la pâte pour la tarte, pour les fonds de tarte, avec une pâte préparée à base de qtaïf. D'accord. C'est croustillant, c'est très bon et ça a donné quelque chose de délicieux. Voilà, donc quelque part... Tu as dit ça, mon cerveau est parti. On va dire, il a donné le signal à mes papiers gustatifs pour imaginer un petit peu le rendu en bouche. J'imagine que ça va être très vraiment très bon. Après, on garde la crème pâtissière et tout et on décore nos petites tartes et ça fait un petit dessert pour Ramadan. Vraiment très bon. Et il faut le dire, on a vraiment besoin d'inspiration pendant le Ramadan. C'est vrai que pour les 2 ou 3 premiers jours, ça y est, on a fait déjà notre programme, on sait ce qu'on va faire. Après, on est à court d'idées. Et on a vraiment besoin donc de s'inspirer, de voir comme ça des idées en regardant Canal Algérie, en regardant Soumia. Je suis sûre que vous aurez une bonne idée.
pour le lendemain ou pour les jours à venir. C'est le principe même de l'émission, c'est de vous donner des idées justement pour Ramadan, des idées recettes et voilà, à vos calepins et à vos stylos. Vous allez noter un petit peu les ingrédients de la recette et vous pouvez vous aussi donner votre touche à la recette, pourquoi pas Absolument. Aussi. Donc Soumeya, dis-nous un petit peu, donc, pendant la préparation de toutes ces recettes et surtout donc, de ces tournages, les fruits et légumes, comment avez-vous trouvé les fruits et légumes en ce moment sur le marché et la variété surtout? Alors la variété, justement, nos fruits et nos légumes sont de très bonne qualité, ça il faut le dire. Vous allez voir pendant l'émission, on a même décoré notre plateau aussi avec des fruits et des légumes aussi. Hein. Oui. Donc ils sont vraiment de très bonne qualité, ils sont sur le plan goûteux. Oui, sur le plan saveur, c'est-à-dire saveur du légume. C'est vraiment savoureux et c'est vraiment c'est ce qui fait un petit peu, c'est ce qui crée Hadik el-Benna que tu absolument. As cité, Yido Benena, mais c'est vrai que la chef Yidha Benena, mais les ingrédients aussi sont absolument c'est ça, ce sont les ingrédients aussi qui alors on s'est amusé à décorer le plateau. Kherdin Khaldoun, notre artiste et qu'on salue, notre réalisateur qui a mis les un petit peu décoré un petit peu partout la cuisine avec des aliments, avec je veux dire des épices, des légumes, des fruits et vraiment alors notre tomate elle est succulente, elle est juteuse, nos fruits, tu nous donnes envie de regarder. Oui. C'est meilleur. Les dattes qui sont gorgées de soleil et qui sont transparentes et qui sont très bonne, Maslène, tu vois. Oui. Donc ça, c'est ce qui donne ce qui booste un petit peu le benna les plats tana et voilà, c'est ce qui crée la diversité justement dans les différentes spécialités algériennes aussi, hein, n'est-ce pas, Mariam? Absolument, Soumeya. On regarde tout ça en image. On va regarder. Alors, on regarde tout ça en image. Retrouvez-nous tous les jours avec Chef Sinan. Des recettes faciles et savoureuses. Des invités pas comme les autres et une équipe dynamique. Dans le top du chef, avec un show exceptionnel du chef, tous les jours sur Canal Algérie. Soyez au rendez-vous. Voilà, soyez au rendez-vous. Franchement, c'est beau, c'est coloré. Oui. Et j'imagine que les recettes, j'imagine les odeurs qu'il devait avoir dans le studio. Si on pouvait vous envoyer les odeurs qu'on avait dans le studio, oui. Pour les avoir, il faut juste reproduire les recettes de la chef. Voilà, très bien. Des recettes faciles, simples, rapides et vraiment simplifiées. Hein, des recettes des fois on a l'impression que c'est des recettes compliquées, mais qui sont très simplifiées par notre chef. Et puis on a eu la chance d'avoir une équipe aussi très dynamique, on l'a dit. Je salue tout l'ensemble de l'équipe technique qui a bossé avec nous pour la réalisation de cette émission. Franchement, c'était un plaisir, les gars. Mais ça se voit qu'il y avait une bonne ambiance. Oui. Tu nous as donné Katia envie aussi, d'être là-bas. L'assistante de la chef, on ne l'oublie pas, qui a également, qui s'est investie, qui a fait un travail exceptionnel, qui a été là tout le temps, hein, à nous aider. Enfin, tout le monde, toute l'équipe, Anis, Hajar aussi, qui se sont surpassés. Ils se sont investis. Vraiment, voilà, c'était un plaisir de travailler avec vous. Donc ça va passer quand, Soumeya, dis-nous l'heure, la date, les jours. Alors ça va passer tous les jours pendant le mois de Ramadan à partir de 16h sur Canal Algérie, voilà. Donc tous les jours une recette, un menu, hein. Un menu complet, d'accord, c'est pas juste une recette, d'accord. C'est le menu complet qu'on propose. Donc on a l'entrée, le plat de résistance et le petit dessert. Et le petit dessert, voilà. Donc on a fait un petit peu le tour du monde et on va vous faire visiter pas le monde entier, mais en tout cas une partie du monde à travers donc des recettes aussi qui sont inspirées d'autres de spécialités étrangères et qu'on a algérianisé un petit peu, on l'a fait à notre façon. Voilà. Alors des recettes gourmandes ou des recettes healthy ou les deux peut-être? Alors les deux parce qu'on a pendant l'émission on a reçu aussi des invités issus du monde du sport, donc on a été un petit peu obligés de s'adapter. de s'adapter pour faire plaisir à notre invité, mais pour faire plaisir aussi aux personnes qui sont au régime et qui veulent
prévoir des recettes savoureuses pendant le Ramadan et tout en équilibré. Voilà, absolument. Et c'est ce qu'il faut réussir à faire donc pendant le mois de Ramadan. Exactement. C'est très bien qu'on jeûne. C'est le défi. Hein. Absolument. Donc jeûner toute la journée, il faut absolument essayer de penser un plat qui va d'abord remplir tous nos besoins quotidiens, sans aussi tomber dans les excès. Ça, il faut ne pas le perdre de vue parce que c'est vrai que netchehao toute la journée et qu'après le soir, il faut un petit peu être modéré, rester toujours dans la modération et en même temps cuisiner. Il faut toujours essayer de trouver des plats qui vont allier les deux, donc saveur et en même temps, on va dire que ça soit bon pour notre corps. Exactement. Il faut faire attention à sa ligne même pendant le Ramadan. C'est peut-être, on va dire, surtout pendant le Ramadan parce que c'est l'occasion de justement faire attention à sa santé parce qu'en jeûne, on dit bien somota seho, n'est-ce pas? Absolument. Et donc jeûner, ça nous permet d'être en bonne santé et après jeûner et à l'Aden, on va démarrer avec quelque chose de sucré, de lourd. Voilà, c'est pas vraiment l'idéal pour. C'est pas l'idéal. Il faut faire attention à son alimentation. Il faut faire attention à sa santé, surtout pendant le Ramadan, parce que c'est l'occasion ou jamais. Exactement. Pour justement rééquilibrer son alimentation, j'allais dire. Vous avez essayé de mettre le plus possible de légumes dans les assiettes, ce qui est le défi de nos jours, hein, de faire manger les légumes. Justement, que ce soit aux enfants ou aux adultes. Tous les jours, nos recettes contenaient des légumes et contenait aussi des fruits. Donc l'idée c'est à chaque fois on revenait sur ça, le défi des parents de faire manger des légumes aux enfants, c'est vraiment un défi. Alors absolument. Des fois ils peuvent manger par exemple dans la soupe des légumes qu'ils n'aiment pas mais ils s'en rendent même pas compte. D'accord. Alors les soupes aussi, elles étaient vraiment très bonnes. Donc les soupes vraiment à reproduire. On a proposé donc on va proposer donc pendant le Ramadan plusieurs sortes de soupes, des potages, des veloutés, un petit peu pour diversifier, pour ceux qui ne veulent pas manger shorba 30 jours. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas tous les jours. Oui, non, je ne fais pas 30 jours, mais en fait, c'est vrai que j'essaie d'alterner de temps en temps, mettre une soupe. Voilà. Regarde l'émission. D'accord, c'est clair. Tu auras des idées, vraiment de bonnes idées. Et en parlant des herbes aromatiques aussi, est-ce qu'elles ont été Bien sûr, on a la chance. En avant. C'est-à-dire que dans notre cuisine, depuis toujours, on utilise énormément d'herbes aromatiques. On a donc le thym qui est très utilisé chez nous. Le thym qui n'est pas juste une plante aromatique puisque c'est un remède aussi. C'est un remède miracle, ça a beaucoup de bienfaits. C'est un antigrippal aussi. Hein, donc en ce moment, il y a aussi ce virus. Oui, absolument. Ça tourne des petites toux, des petits problèmes de rhinite. Grippe et tout, de rhinite exactement. Même pour ce qui est de la rhinite allergique aussi, ça fait beaucoup de bien. Donc le thym, on a utilisé bien sûr, on a le romarin, on a donc plusieurs l'origan aussi, l'origan za'atar exactement, qui est excellent pour la toux aussi. Oui. Donc aussi à mettre sur les pizzas peut-être ou sur les petits salés. exactement. Et puis عندك aussi la soupe aux oignons qui est excellent. Elle est très bonne et excellente pour la santé. Alors pour la recette, il faut suivre l'émission pendant le Ramadan aussi, ça m'est revenu. Voilà, en parlant des oignons, ils sont absolument magnifiques en ce moment. Donc quand on les voit au marché, et ce qui est beau, c'est qu'ils les lèchent avec leurs tiges et leurs racines. Ça donne envie je dirais presque de croquer cru dedans, tellement que l'oignon contient du sucre, ce qui rend, c'est-à-dire la soupe un petit peu, quand on l'utilise un petit peu... un peu, légèrement sucré. C'est le roi de la table, on l'utilise un peu partout. Et cette saveur qu'il a, benna, et je reprends à chaque fois le benna parce que c'est vrai, c'est son goût aussi sucré. Donc quand on dit qu'on mange pas c'est-à-dire sucré quand on mange des aliments qui sont à la base salés ou préparés avec, bien sûr, l'oignon c'est pour généralement pour les plats qui sont salés. Hein. On l'utilise aussi pour salé sucré, mais c'est plus salé. Plus salé. Donc
il contient du sucre, donc vous pouvez, en mangeant une soupe aussi, avoir donc votre dose de sucre, effectivement. C'est pour ça qu'il est très important de bien préparer son menu. Exactement. Donc on te suivra, tu nous donneras des idées, on te suivra avec beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi, vous serez au rendez-vous. Voilà, merci beaucoup Merci Soumaya. à toi Marianne, c'était un plaisir comme à chaque fois. Merci, en tout cas c'est un plaisir aussi. Une chose est sûre, c'est qu'on t'attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir, merci. Voilà, et tout de suite, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, juste après ces images. De retour sur notre plateau, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, donc la thématique de ce matin se penchera sur le couple. Donc au fil des années, certains couples donc tissent des liens et les liens se renforcent au fil des années, alors que d'autres, au contraire, donc un fossé se creuse et les difficultés apparaissent. Et en fait, là, ça cause, on va dire, des problèmes pour le couple en lui-même et pour toute la famille. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin avec donc Dr Mouktafi Shahrazad, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour, docteur. Bonjour. Mouktafi, ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Ravi de vous recevoir.
Merci. Voilà, comme Merci d'habitude. pour l'invitation. Je vous en prie. Pour l'invitation. Donc ce matin, nous allons donc parler d'une thématique qui va parler à énormément de personnes, de couples. Oui. Il n'y a pas de couples auxquels, on va dire, qui n'ont pas passé des périodes difficiles et qui s'en sont sortis, alhamdoulilah, ils existent. Par contre, de nombreux couples ont des difficultés à surmonter certaines périodes, phases dans leur couple. Voilà. Absolument. Qui est le thème d'aujourd'hui, le divorce silencieux. Inch'Allah, on va parler de ça. Voilà. Donc, ce sont des couples qui sont encore ensemble, il faut le préciser. Ce sont des couples qui cohabitent ensemble, voilà, avec un terme bien précis. Avec ou sans enfants. Voilà. Avec ou sans enfants, voilà, absolument. Pour différentes raisons. Chaque couple a sa propre histoire. Voilà. Donc, il faut d'abord commencer par déterminer c'est quoi un divorce silencieux. C'est la séparation la séparation psychologique et physique d'un couple marié. Voilà. Psychologique, c'est d'ordre sentimental et émotionnel. Physique, c'est d'ordre intime et relations sexuelles entre un couple. Voilà. Donc, ce couple commence à perdre son intimité, commence à perdre sa complicité. On va voir un couple petit à petit se déchirer par différentes raisons. C'est du cas par cas, comme je le dis. Et après, on va limite voir un partage vraiment... pratiquement juste une cohabitation. Une cohabitation par rapport aux enfants ou par rapport à des raisons sociales ou par rapport à des raisons professionnelles. Chaque couple a ses propres raisons, on va dire. Voilà. Très bien. Et je sais que les raisons aussi sont nombreuses. On va revenir sur ça. Donc, vous pouvez déjà nous appeler au 021 23 98 91. Nous sommes là pour prendre vos appels, vos témoignages et en même temps vos expériences si vous avez donc eu des moments difficiles ou membres de votre famille. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder un reportage de Yasmine Chouir et on revient juste après. Un divorce ne commence pas toujours par une dispute et ne se traduit pas toujours par des cris ou des portes qui claquent. Parfois, il s'installe lentement, sans bruit. C'est ce qu'on appelle le divorce silencieux. Une séparation émotionnelle qui précède ou remplace la séparation officielle. Le divorce silencieux, c'est l'érosion progressive d'une relation. Ce moment où l'amour fait place à l'indifférence, où les gestes tendres deviennent mécaniques, où les conversations se raréfient. Les partenaires ne se quittent pas, mais ils ne se rejoignent plus. Cette forme de rupture est insidieuse. Il n'y a pas d'annonce officielle, pas de confrontation brutale, juste un vide qui s'installe jour après jour. Les raisons sont multiples, la routine, le stress professionnel, l'arrivée d'un enfant, des disputes non résolues. Avec le temps, l'incompréhension grandit. Chacun s'enferme dans son monde et le lien se fragilise. Le manque de communication est souvent la cause principale. Lorsqu'on arrête de partager ses joies, ses peines, ses pensées, c'est l'intimité qui s'efface. Et sans intimité, l'amour s'étiole. Vivre dans un couple où l'on ne se sent plus aimé, plus écouté, plus compris, est une souffrance profonde. Ce n'est pas l'absence physique qui pèse, mais celle du regard, de l'attention. On devient étranger sous le même toit. Ce type de séparation invisible engendre frustration, tristesse et solitude, s'éteignant dans une relation vide, de peur du changement et de l'inconnu. Et les enfants n'ont tout ça. Beaucoup pensent qu'un couple qui reste ensemble pour les enfants est une bonne chose, mais un foyer rempli de silence lourd et de tensions invisibles peut être plus destructeur qu'une séparation assumée. Les enfants perçoivent tout, ils ressentent le froid entre leurs parents, l'absence de joie, le manque d'affection. Ils grandissent avec l'idée que l'amour, c'est ça, une cohabitation sans passion, sans présence, sans lien. Certains enfants développent des troubles émotionnels, d'autres se replient sur eux-mêmes. Le divorce silencieux ne les épargne pas, il les enferme dans une atmosphère pesante où l'amour parental semble absent. C'était un sujet de Yasmine Chouir. Vous l'avez regardé avec beaucoup d'attention. Donc, quels sont les signes avant-coureurs d'un couple, on va dire, qui va mal ou que le divorce silencieux s'installe? Voilà. Alors, on va retrouver une certaine intimité presque inexistante dans le couple, dans la famille et surtout dans la maison. Parfois, on va trouver un mari qui rentre tard le soir, un mari qui ne partage pas les repas avec sa famille, qui n'est pas assez présent pour partager certaines activités, partager son quotidien après le travail, partager ses week-ends. Il trouve toujours des excuses, enfin, il ou elle, je parle en général. Ça se peut que ce soit, c'est-à-dire, ça vient de la femme ou de l'homme.
Donc ça commence par ça. Après, il y a aussi certains signes qui ne trompent pas, c'est l'absence d'intimité entre le couple, l'absence de... un des deux partenaires l'absence de l'implication, il ne va pas être impliqué. On va sentir aussi une sorte d'irresponsabilité dans son couple, dans sa famille aussi. Et c'est ce qu'on entendait aussi dans le VTR, on parlait de... ça va entraîner des dommages collatéraux qui sont les enfants, sa relation avec sa famille, sa responsabilité, sa part de présence dans sa famille et sa part d'éducation, son rôle de père, d'époux et de mari aussi dans sa famille et par conséquent dans la société algérienne. Et de notre société. Des petits moments, on va essayer un petit peu de parler de ces petits moments d'intimité du couple. Ça peut être un café, ça peut être un café ensemble, partager sa journée, partager les moments mot, par exemple, de nos jours. Une petite tendresse, un petit mot, un petit appel durant la journée aussi, c'est pas qu'à la fin de journée. Voilà. S'inquiéter par exemple de la journée, demander comment s'est passée ta journée, comment s'est passée ta journée, qu'as-tu fait, y a-t-il de nouvelles choses, as-tu apporté du nouveau dans ton travail, qu'est-ce que tu as fait durant ta journée. C'est une simple question qui peut changer en fait l'atmosphère du couple, qui peut changer les tensions, qui peut apaiser aussi les tensions entre. Donc en fait, c'est absolument toutes ces attentions qui disparaissent. Oui. Dans un couple, ça commence petit à petit, progressivement, jusqu'à ce qu'on retrouve parfois des couples qui vont séparer, diviser la maison. Chacun va se mettre dans une chambre. L'un va prendre le salon, l'autre va prendre la chambre. Et par conséquent, en fait, les enfants vont sentir, vont voir ça, vont avoir une définition différente de l'amour, du partage familial, du partage parental aussi. Donc, ça commence par ça et ça se traduit de pire en pire jusqu'à ce que l'un des deux partenaires, en fait, finira par en avoir marre. Ou parfois, on va se sacrifier pour les enfants, pour la société. Et ça peut durer pendant des années. Des années, oui. Ça peut durer je sais pas, j'ai vu des couples qui vivent actuellement entre 10 et 15 ans avec un divorce silencieux. Ils habitent ensemble, mais leurs âmes, leurs esprits sont séparés. Voilà. Très bien. Donc, quelles sont les causes les plus récurrentes en ce qui concerne... C'est du cas par cas. Chaque couple a sa propre histoire. Alors, moi, je trouve que parmi les causes, on va essayer de généraliser ça. Voilà, les plus fréquents, c'est l'adultère, c'est la tromperie. Donc, un des deux partenaires trompe son épouse ou son époux. Par conséquent, ça va casser la confiance, ça va casser l'estime de soi de l'autre partenaire, que ce soit la femme ou l'homme. Ça va aussi engendrer des disputes continues. Parfois, ça engendre aussi de la violence à la maison, des tensions. Et forcément une séparation physique en premier. Par la suite, il y aura une séparation émotionnelle. Donc aussi, on retrouve... Tant qu'aussi le pardon ne s'est pas installé entre les deux partenaires. Tant qu'il n'y a pas de pardon, tant qu'il n'y a pas eu de thérapie, il n'y a pas eu de bonne communication, il n'y a pas eu un changement de comportement par rapport à la tromperie, par rapport à l'adultère, il n'y a pas eu aussi, on va dire, un pardon, il faut que ça soit verbal, comportemental et aussi au niveau de l'attention, être présent, essayer de se faire pardonner, que ce soit financièrement ou matériellement ou même au niveau des émotions, des sentiments, voilà. Et aussi de ravivre la flamme c'est-à-dire entre le couple. Donc du moment que ça ne se rétablit pas, c'est normal. Donc la cassure est là. Voilà, la cassure est là. Le couple est, on va dire, est déchiré. Voilà. Deuxième raison. Deuxième raison, moi je trouve que c'est les violences conjugales. Il y a beaucoup de cas où la femme, en fait, c'est beaucoup plus la femme. En ce qui concerne les violences conjugales. On va se retrouver à céder, à se sacrifier juste pour ne pas que ses enfants grandissent sans leur papa, ou grandissent loin de leur papa, ou grandissent avec la même violence parfois aussi. Donc elle va subir toute cette violence physique et verbale, parce que la violence est plus verbale que physique parfois. Et par conséquent, elle va prendre ses distances, elle va essayer de l'éviter le maximum, ou il va l'éviter aussi. Et là aussi, on retrouve une sorte de divorce silencieux qui s'installe au sein de son couple, de sa famille aussi. Alors, la troisième cause, je dirais aussi que c'est les finances. Parfois, c'est l'équilibre financier qui joue. Alors, où c'est un équilibre financier élevé, donc l'un des deux époux va se sentir supérieur à l'autre et va essayer de rabaisser l'autre. Donc là, forcément, il y aura une séparation financière qui va engendrer aussi une séparation physique, une séparation de l'affirmation de soi par rapport à celui qui est inférieur. Et aussi, dans l'autre côté financier, là où il y a une infériorité financière, donc on va trouver un époux qui ne va pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc là aussi, il y aura une séparation. Rarement, j'ai trouvé aussi
parfois, c'est-à-dire une tierce personne qui s'installe entre le couple, la famille, la grande famille, voilà. Donc, elle va commencer à influencer, à essayer de rentrer dans les problèmes par rapport au couple. Et dans ce cas-là, on va voir que l'un des deux partenaires va être très influencé par certaines paroles, par certaines pensées, par certaines orientations, et va par conséquent détérioriser et peut-être mal agir sur par rapport à certaines situations dans son couple. Absolument. Voilà. Donc, la famille aussi peut jouer surtout. La famille joue un grand rôle. La grande famille. Voilà. Quand une tierce personne s'installe dans le couple. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est en fait c'est les causes, voilà, que l'on retrouve. Comment aussi la communication non verbale peut un petit peu. C'est la communication non verbale ou autrement dit le silence négatif. Le silence négatif, par exemple, je prends un avis un époux, une épouse prend un avis de son mari sur quelconque situation, et là on retrouve une sorte de silence ou négligence par rapport à sa réponse, par rapport à son avis, par rapport à ce que je veux partager avec toi. Donc c'est beaucoup plus ça qui va commencer à créer une sorte de tension dans le couple, une sorte de concurrence aussi, une sorte de concurrence dans le sens négatif, et qui créera par la suite des disputes ou un éloignement physique entre les deux. Voilà. Et quels sont, on va dire, comment peut-on gérer le silence? Parce qu'on sait très bien que le silence est terrible, hein, est très terrible. Dans un couple. Alors, très dur. Alors, on ne peut pas gérer le silence quotidien. parce que on cohabite ensemble, on vit ensemble, l'atmosphère est très importante. J'ai besoin d'avoir une atmosphère très âme, très positive et très, on va dire, heureux. À la limite, on a besoin d'être heureux pour vivre et pour pouvoir avancer dans quelconque situation, dans le quotidien, dans la vie, que ce soit être pour une femme au foyer, ou pour une femme qui travaille, ou un homme qui travaille aussi. On a besoin d'avoir une certaine énergie, une certaine positivité quand je rentre à la maison, quand je suis avec mon mari. Donc, j'ai besoin d'avoir cette sérénité, cette confiance, cette paix intérieure, cette joie de vivre. C'est un refuge. On doit avoir un certain... Notre maison, notre couple est un refuge. C'est le couple qui est le refuge. Alors, la maison, ce n'est que le toit. Voilà. Donc, c'est le couple, le refuge. C'est à travers le couple, à travers les énergies qu'on dégage, à travers les émotions qu'on dégage, que l'on construit tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc le silence, je disais, qui est très très intense, va commencer par créer une certaine dépression, une certaine angoisse, une certaine anxiété chez l'un des deux, et par la suite, alors où on va essayer de creuser cet abcès, où on va en fait sombrer de plus en plus. Chaque personne, selon sa personnalité, selon sa propre estime de soi et selon ses capacités à s'imposer face à l'autre. Voilà. Donc chacun, comment va réagir à cette situation. Comment il va réagir, très bien. Nous avons un appel, donc nous avons Amel d'Alger, bonjour. Bonjour madame, c'est Amel d'Alger. J'appelle pour un témoignage. هذه الحالة تاع الطلاق الصامت أنا عايشتها في الوقت الحالي مع الزوج تاعي، وهي حاجة نقدروا نقولوا تحطم المرأة. علاش؟ بيسك on est عايشين ensemble juste pour les enfants. On partage rien ensemble. ما نخرجوش نقضوا كيف même لا تيلي ما نشوفوهاش كيف même ابسط الامور اللي يقدر الزوج والزوجه يديروها انصامبل في الدار ولا يخرجوا كيف اون سورتي انصامبل فاميليال ولا ما كاش ميم سي باش هكا نداوسوا باش كل واحد يفرغ واش كاين، كل واحد يقول للاخر واش المشكل تاعو ولا ما كاش. شغل الهدوء التام، هذاك الهدوء اللي يقضي عليك يقضي عليك، والاسباب ما تعرفيهاش. ما على بالكش واش هي الاسباب. شغل ماذا بيا البسيكولوج تاع توري لي واش لازم ندير، وكال ثيرابي جو في سويفر، واش ماذا بيا مدام si possible. Très bien, merci beaucoup Amel, merci. Donc Shirazad, je vous laisse lui répondre. On va lui répondre. Alors, on va tout d'abord essayer de commencer, si on n'arrive pas à trouver une solution avec le mari, on va essayer de se diriger vers un psychologue, essayer de faire une thérapie. Alors, la meilleure des thérapies à faire, c'est les TCC, les thérapies cognitives comportementales. Tout d'abord, on commence par diagnostiquer quelle est la raison, c'est-à-dire essayer de prendre le mari de côté, la femme de côté, voir, c'est-à-dire quelle est la raison de ce silence, la raison de cette rupture, c'est-à-dire c'est une rupture sentimentale et physique. Dès qu'on diagnostique ça, on va aller directement vers imposer la règle des 3. Alors, pensée positive,
se comporter positivement et par conséquent avoir une perception positive. Si on commence d'abord par penser positif, c'est-à-dire je ne doute pas en toi, je ne cherche pas négativement après toi, je ne fouille pas et je n'espionne pas. C'est très important parce qu'on a tous cette habitude de fouiller, de chercher, de vouloir savoir tous les détails alors que c'est très négatif et parfois ça peut nous porter préjudice. Donc la deuxième des choses, c'est de se comporter positif. Donc quelle que soit la réaction, parfois on a toutes et tous des dures journées, quelle que soit la réaction de mon conjoint ou de ma femme ou de mon mari lors de ces réactions au quotidien, j'essaye d'adopter un comportement positif, d'optimiser, de relativiser la situation et d'essayer en fait d'être souriante à quelconque situation et de la prendre d'une vision positive. Ça s'apprend durant la thérapie. Je donne bien des exemples, j'explique aux patients comment il faut se comporter à tout type de comportement qu'on peut avoir. Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend. C'est des choses qu'on apprend durant la thérapie. C'est des thérapies, en fait, les thérapies de couple, durant la séance, on prend entre 1h30 à 2 heures pour bien expliquer, pour bien s'approfondir et pour bien laisser aux patients le temps de libérer leurs énergies négatives. Parfois, j'ai face à des patients qui se crachent directement, qui se disputent, qui se crient dessus durant la séance, mais je les laisse faire pour libérer toute cette rancœur qui est à l'intérieur. Par la suite, on va essayer, en fait, déjà, quand on adopte la pensée positive plus le comportement positif, on va avoir une perception positive. Donc, je crée intérieurement une paix intérieure qui commence par d'abord, c'est-à-dire me libérer moi-même. Je suis bien dans mon propre corps, je suis bien dans mon propre esprit. Par la suite, quelle que soit la situation, je pourrai la gérer. Et à partir de ce moment-là, je donne à chaque personne, selon ses capacités intellectuelles et physiques aussi, je leur donne des affirmations bien précises, c'est-à-dire je suis positive, je suis formidable, je commence ma journée avec avec de la joie, quel que soit le problème que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais le résoudre. Quand je commence avec ça, avec un beau sourire, quel que soit, et ça c'est une continuité. C'est à partir de là que je construis ma vie, mon couple, mon esprit et mon entourage. Il y a aussi une erreur qu'on commet très, très souvent, c'est penser que notre bonheur dépend de notre partenaire. Non, mon bonheur dépend de moi, uniquement de moi. C'est le principe de la règle des 3, c'est que je commence par orienter la patiente, la conseiller et l'orienter dans un sens positif. Je pense positivement. Il n'y a pas, c'est-à-dire quand je pense positivement, c'est aussi en quelque sorte reprendre confiance en moi. Oui. Donc je pense positif, je garde un comportement positif. À quelconque réaction que tu peux avoir face à moi, que ce soit une réaction négative, que ce soit une réaction violente, que ce soit une réaction qui ne s'adapte pas forcément à mon niveau, à ma personne, je garde un comportement positif, positif, positif. Et il faut qu'il se répète toujours ça en tête. Je garde un comportement positif. À partir de là, j'ai une perception de moi, de ma vie et de mon entourage et de mon futur positif. Et je ne peux pas, si j'ai une perception positive de la vie, je ne peux pas ne pas avoir un parcours positif. Voilà, c'est à partir de là que je commence à avoir une paix intérieure qui me crée ma joie de vivre, mon bon savoir-vivre. Je vais chercher à pouvoir embellir mes journées de plus en plus, chercher à avoir plus d'attention. Et de l'attention, je vais la chercher au fond de moi-même. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut d'abord être, on va dire, en paix avec soi-même pour déjà être en paix avec son partenaire. Oui, en paix avec soi-même. Et ça, c'est les deux partenaires qui vont le faire en même temps. Donc, quand on va le faire en même temps, on va essayer de ravivre. Indirectement, je ne vais pas leur dire on va ravivre la flamme. Non, je vais ravivre la flamme sans qu'ils le chassent. Ça, c'est une sorte de manipulation très très simple qu'on va essayer de diriger. Je dirige les deux partenaires vers une perception positive. Donc, chacun travaille sur soi pour avoir un résultat en commun. Voilà. Je ne me dispute pas, je ne réponds pas, j'évite les provocations, j'évite les pensées négatives, j'évite les réponses négatives, j'évite de piquer aussi parce qu'on retrouve ça tout le temps. J'évite il y a des phrases pessimistes, il y a des phrases, des façons de prononciation. Parfois, je dis la chose, je réponds d'une façon très très négative et ça déplaît. Dans la vie quotidienne, s'il y a une personne qui te parle mal avec des expressions qui ne sont pas assez joyeuses, qui ne sont pas assez, je sais pas, elle dégage pas de bonnes ondes, on est toujours là à regarder, à observer les réactions des gens pour pouvoir donner une réponse. Donc c'est pareil, je vis au quotidien, je dors à côté de ma mari, je me lève à côté de mon mari, je partage avec lui mon repas, je vis avec lui, on partage tout ensemble. Je dois avoir toujours une touche de positivité et de bonheur dans tout ce que je donne. Voilà. Comment pouvoir exprimer donc ses besoins à son partenaire? Comment pouvoir exprimer ses besoins? Alors, c'est une séance
où c'est-à-dire, c'est une séance où c'est parfois, quand on arrive à communiquer entre couples, j'impose, en fait, on met 1 heure ou 10 minutes par jour. Je dis que voilà, moi j'ai besoin de telle attention, moi j'ai besoin que tu me fasses ça. Moi je suis une personne qui demande beaucoup plus d'affection, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin que tu me donnes de ton temps, j'ai besoin que tu me donnes un résumé de ta journée. Voilà, j'exprime, je prends juste le temps d'éclaircir. Alors quand j'arrive pas à faire ça directement avec mon mari ou ma femme, on peut faire appel à un psychologue. Absolument, voilà, c'était ça que je voulais en venir. Pour nous diriger. Alors c'est une séance où on va laisser les patients libérer les énergies négatives. Après, je fais un jeu de rôle. J'inverse la situation, je vais demander au mari, dis-moi comment s'exprime et qu'est-ce qu'elle te fait ta femme. Il va pouvoir faire les mêmes choses, les mêmes habitudes qu'il n'accepte pas ou qu'il ne veut pas qu'elle fasse avec lui, et elle aussi. Et il va directement s'auto-observer. Il va s'observer à travers sa femme, elle va l'observer à travers lui. Voilà. Donc directement, il y aura une prise de conscience. Je vais leur demander même parfois de reprendre la même chose. Là, on va schématiser le même comportement avec les mêmes grimaces. Reprends-moi comment qu'elle te fait. D'accord. Comment qu'elle réagit dans une dispute. Comment qu'elle réagit lors d'une communication, lors d'une sortie, parce qu'il y a des gens qui directement peuvent changer d'énergie d'une minute à une autre. Donc c'est à travers le jeu de rôle que le couple peut observer, peut prendre une prise de conscience de ce que je peux impacter négativement sur l'autre, c'est-à-dire sur mon compagnon ou mon partenaire. Donc à travers ça, il y a une prise de conscience. Par la suite, je mets de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin, financièrement, physiquement, émotionnellement parlant, dans ta vie quotidienne, par rapport à tes enfants. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari? Qu'est-ce que tu reproches à ta femme? On éclaircit les points et on essaie de trouver un terrain d'entente entre les deux. Voilà. C'est toujours aussi à travers la règle des 3. Pensée positive, comportement positif et aussi perception positive. Donc la troisième, c'est la conséquence des deux. Voilà. Et quand, je vais vous donner un cas de figure où, par exemple, l'épouse n'est pas coopérative ou l'époux ne l'est pas, par exemple, pour aller voir Alors, un psychologue. La première des choses, quand je demande, en fait, si un des deux partenaires se présente, je lui demande de convaincre sa femme. S'il me donne l'autorisation, je vais essayer de directement l'appeler pour essayer de discuter par rapport à cette situation. Moi, je préfère que dans tous les cas, on évite le divorce. Dans tous les cas, parce que divorce silencieux, c'est aussi un divorce. C'est aussi créer une atmosphère très négative à la maison par rapport au couple et par rapport aux enfants aussi, si on a des enfants. Donc, si elle accepte de venir, je vais essayer d'être le plus convaincante et lui demander de me faire juste confiance avec un tout petit peu de volonté et on verra ça. Si dans l'espace de un mois et demi, ça ne change pas, elle peut prendre une décision, mais très rarement. Si le couple s'implique, on a juste besoin d'un tout petit peu de volonté et de confiance qu'on accorde à la psychologue pour pouvoir avancer dans ce parcours où on va essayer de ravivre la flamme, de faire renaître l'amour, renaître le couple, travailler, faire certaines activités, essayer d'envisager des sorties. Comme elle le disait, je ne peux pas à table, il faut. Voilà, on va forcer l'homme et on va forcer aussi la femme. Tu veux garder ta famille, tu veux garder ta femme, il faut faire ça. Voilà. D'accord. Voilà. Parfois, même dans mes thérapies, je leur demande, en fait, on fait notre séance, après je leur envoie des messages. C'est la thérapie que je propose dans mon cabinet. Donc, durant la journée, je leur envoie des tâches. Voilà, donc tu es censé faire ça sans informer ta femme, tu es censé faire ça sans informer ton mari. Donc, tous les deux, à la fin de journée, ils vont se retrouver avec une attention l'un envers l'autre sans qu'ils le sachent. Voilà. Elle va se dire que c'est lui qui a fait le premier pas et il va se dire que c'est elle qui a fait le premier pas et petit à petit ça se construit. Je fais ça avec eux une fois, je les oriente parce que je suis là durant tout le parcours de la thérapie, même après pour juste des petits contrôles, des petits conseils par la suite. Et après en fait je vais essayer le maximum de orienté vers 1, 2 tâches, 3 tâches par semaine, 3 attentions, 3 sorties, des sorties de groupe, des sorties de couple. Par la suite, on va aller vers une construction, je les laisse libres face à eux-mêmes. Ils seront déjà habitués à avoir 3 tâches par jour. Donc, durant ce mois-là, ils vont ressentir et revivre les premiers temps de leur mariage, la première année, c'est-à-dire cette flamme ils vont prendre goût à cette routine. Donc dès que j'arrête, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui manque.
Aujourd'hui, il n'a rien fait pour moi. Dès que j'arrête mon orientation par texto, ils vont ressentir le manque et là, ils vont essayer de chercher, de développer quelque chose. Ou ils reprennent ce que je leur ai dit. Donc, chaque semaine, c'est le même rituel que je leur ai donné. Donc, c'est une sortie au resto, c'est un petit café après le boulot, c'est une petite attention entre le travail. On se retrouve entre le travail, je passe récupérer ma femme, je lui offre quelque chose, il m'offre quelque chose. On fait une soirée entre enfants, avec une télé, on se fait un film, on reste, on parle, on papote. C'est des gestes très, très simples qui peuvent en fait faire un miracle dans la famille. Qui ne coûtent absolument rien et qui peuvent apporter énormément. Énormément de joie, énormément de confiance, énormément de paix intérieure, que ce soit dans sa famille ou dans son couple, ou même parfois, quand on est à l'aise dans sa famille, on est à l'aise aussi au travail. D'accord. Donc on peut apporter plus, on peut avoir plus d'énergie. Oui. Encore un autre cas de figure, si par exemple cette relation est détériorée déjà depuis des années, est-ce que ce n'est pas, on va dire, non, rien n'est impossible. Le temps n'est pas... Je dis rien n'est impossible. Très bien. On a juste besoin, je le dis et je le répète, de volonté. C'est juste une question de volonté en psychologie. Donc, dès que je fais le premier pas d'aller vers une thérapie cognitive comportementale, c'est directement ça. Dans les couples où le divorce silencieux est installé depuis des années, on va en fait directement faire une schématisation. Donc, schématisation de votre vie et schématisation de votre vie idéale. Voilà. Je prends les idées et je vais leur exposer. Voilà ce que vous vivez et voilà ce que vous pouvez vivre. Et je les laisse choisir. Ils vont directement vouloir choisir la schématisation idéale. C'est quoi la schématisation idéale? On essaye d'enlever tout ce qui est pensée négative et comportement négatif. Je vais essayer de détailler ça. Voilà. Donc, pensée négative, je reviens vers il fouille ou elle fouille, il doute. Je doute de ce qu'il peut faire à l'extérieur. Par exemple, il ne m'informe pas, surtout quand c'est le cas, parce que la plupart et la majorité des cas, c'est l'adultère. Voilà. Donc, il me trompe, il parle avec quelqu'un, il est parti voir quelqu'un, il peut parler aussi sur les réseaux sur quelqu'un. Donc, on enlève tout type de suspicion. Pardon. Donc, par rapport à ça, dès que les pensées négatives, on va les chasser, on va aller directement vers le comportement négatif. Donc, je ne parle pas mal, je ne rabaisse pas, je ne crie pas, je ne hausse pas le temps. Tout ça, on va éliminer, à chasser, négatif. Comportement négatif à enlever. À l'enlever, c'est vraiment un schéma que je trace avec eux. Je leur donne, voilà, ils se prennent un bloc-notes, ou parfois c'est sur le téléphone, ils prennent des notes. C'est un comportement à ne pas faire. Et en parallèle, je demande chacun de noter l'autre. Si aujourd'hui j'ai commis une erreur, je note. Si aujourd'hui j'ai commis une erreur dans mon comportement, dans ma pensée, je note. Si par exemple je prends le téléphone, je fouille, ça c'est un pas négatif. Il ne faut pas le faire. Parce que dans tous les cas, si quelqu'un, je le dis, je le redis, si quelqu'un te trompe, il s'est trompé lui-même. Voilà. Donc il n'a pas trompé, il a trompé la confiance que tu as pu lui donner, mais pas autre chose. Voilà. Et donc, et pour les enfants, quand par exemple on vit cette situation et qu'on n'a pas pu... Pour les enfants, malheureusement, c'est les dommages collatéraux par rapport à... Y a-t-il moyen de les protéger ou c'est inévitable? Alors parfois des fois c'est la maman qui est surprotectrice et c'est elle qui sacrifie. Parfois c'est le papa. Donc, mais il va sentir cette tension. Quoi qu'il arrive, ça va peut-être entraîner un trouble du comportement, un trouble des émotions. Parfois, c'est l'hyperactivité quand c'est des enfants qui sont très très jeunes, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de parler des causes. C'est aussi les couples immatures. On se marie très jeune, on n'est pas assez mature pour c'est-à-dire pour pouvoir gérer la responsabilité d'un couple, d'une famille. Et par la suite, on n'est pas assez à la hauteur pour être assez responsable avec ses enfants et face à différentes situations pour l'éducation, durant l'éducation de l'enfant, parce qu'on doit lui expliquer c'est quoi maman, c'est quoi papa, comment on fait une famille. On doit leur expliquer de zéro parce qu'il prend sa première culture générale de la maison pour aller vers l'environnement social. Voilà, donc des enfants qui vont baigner dans des conflits, dans des tensions, dans une atmosphère négative, seront des enfants qui vont avoir un trouble du comportement à l'école. Voilà, qui auront des schémas familiaux plus tard à l'âge adulte. Il va reproduire le même schéma avec sa femme, elle va reproduire peut-être parfois, elle aura un manque d'estime de soi, un manque de confiance en elle, elle ne pourra pas s'affirmer dans la société. Et parfois, ça crée des complexes aussi. Voilà. Ouais, je voudrais juste revenir sur le mot immaturité des couples. En fait, on a toujours un petit peu tendance à faire une erreur, c'est que penser que si on a une stabilité financière, par exemple qu'on a un bon job, qu'on a une maison et tout, c'est qu'on est prêt à
prêts à se marier. Or que ce ne sont pas les seules conditions nécessaires pour un foyer équilibré. Non, malheureusement, je trouve que les couples d'aujourd'hui ne sont pas assez orientés. C'est quoi le mariage? C'est quoi le partage? C'est quoi vivre ensemble? Parfois, c'est juste, voilà, parce que c'est un coup de foudre, parce que c'est l'âge, parce que ma mère a trouvé un bon partenaire. Voilà, un bon partenaire. Et on n'est pas assez orienté, on n'a pas assez de responsabilité face à cette femme, face à ce mari, et on n'est pas assez à la hauteur pour gérer cette responsabilité qui va s'agrandir de plus en plus dans le futur. Voilà. Il faut dire que les schémas familiaux ont changé, hein, donc que ce soit nos parents ou nos arrière-grands-parents, la société était différente, les relations aussi. Les nations, la technologie a beaucoup contribué au changement de la famille, de la société. Oui, il faut en parler parce qu'on voit tout dans les réseaux sociaux et ça impacte forcément notre vie quotidienne. Parfois, voilà, ça impacte c'est-à-dire dans le côté positif. Dans le quotidien, parce que dès que je rentre, je suis avec mon téléphone, au lieu de partager. Non, normalement, autrefois, on rentrait, on partageait un bon café, du pain avec du beurre, quelque chose en famille, comme ça, des choses très très simples. Là, dès que je rentre, je vais aller vers l'actualité de Snapchat, de ça. Et j'oublie ma femme, j'oublie mon fils, j'oublie que lui, il est là, il attend ce petit moment d'affection. Et moi, j'ai négligé ça par manque de maturité ou de responsabilité. Voilà. Donc, quel conseil on peut donner Alors, quel conseil on peut donner? Il y a beaucoup de conseils à donner. Première des choses, c'est d'essayer, si on prend la décision de se marier, c'est d'essayer d'être le maximum responsable face à son couple, essayer de donner que du positif parce que c'est un projet de vie. Voilà, se marier, c'est un projet de vie, c'est sur toute notre vie, tout le parcours de notre vie. On va construire petit à petit notre famille qui va dans le futur construire une part de la société, une part de notre futur, parce que si je construis bien, je trouve bien, si je donne positif, je trouve beaucoup de positif, et c'est la richesse qu'on a. Deuxième des choses, c'est éviter l'adultère, éviter de tromper. Si je veux que mon partenaire change dans telle ou telle sorte, j'essaye de communiquer avec lui. La communication est très très importante dans le couple. Aussi, dans le sens où s'il y a des tensions, s'il y a des malentendus, parce que j'ai un comportement, toi tu as un comportement, tu as un vécu, j'ai un vécu, c'est pas du jour au lendemain que je vais m'adapter avec toi quand je me marie. On a un espace de 3 ans, laps de temps de 3 ans est très très important. C'est à partir de 3 ans qu'un nouveau couple commence à se construire, commence à s'habituer, parce que la première année, c'est là où tout est beau. La deuxième année, c'est là où on commence à pouvoir peut-être parfois s'imposer, à pouvoir faire des projets, faire un changement professionnel, peut-être même un changement au niveau de la famille, un projet d'enfant, etc. La troisième année, c'est là où on retrouve la stabilité. D'ailleurs, c'est là où on trouve qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent avant les 2 ans. Avant les 2 ans. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là et surtout pour tous ces conseils précieux que vous nous avez donnés. J'espère que vous avez apprécié vous aussi donc cette thématique et aussi l'intervention de Muqtafi Shahrazad. Merci beaucoup de vos participations, de vos appels. Je vous dis donc on se retrouve mercredi, mais restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir.